Pendant une grande partie de l'expédition, on avançait à quatre pattes. On se cramponnait du bout des ongles. En 1911, un jeune Américain sillonne la jungle péruvienne à la recherche de ruines incas. Il rêve de découvertes extraordinaires qui feraient de lui un héros. L'héritage scientifique de ce voyage à Machu Picchu est encore une source importante pour les chercheurs actuels. « 9 millions d'habitants auraient vécu ici au XVIe siècle avant d'être massacrés par Pizarro et les conquistadors espagnols. Leur récit raconte l'origine et la chute du plus grand empire des Amériques et évoque des trésors fabuleux. Mais la cité de Machu Picchu n'est jamais mentionnée. Un siècle après sa découverte, son rôle n'est toujours pas défini. Était-ce la légendaire cité des Vierges du Soleil? Ou tout simplement la résidence d'été des souverains? Ce mystère a fait de Machu Picchu la plus célèbre attraction touristique d'Amérique du Sud. Mais des fissures apparues sur les murs du temple principal mettent en danger ces ruines. La région est sujette aux glissements de terrain, certains mortels. L'archéologue Valencia Zegara et ses collaborateurs font leur possible pour sauver la ville de l'effondrement. Je travaille à Machu Picchu depuis 1968. À l'époque, une centaine de touristes par jour fréquentaient le site. À partir de l'an 2000, le nombre est passé à 2000 personnes. Et certains jours, la ville en accueille jusqu'à 4000. La capacité maximale de Machu Picchu a largement été dépassée. En 2007, la cité Inca a été désignée comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Les archéologues aimeraient qu'il y ait moins de visiteurs, mais le Pérou a besoin des revenus du tourisme. À 12 ans, Hiram Bingham quitte sa maison de Hawaï. Il descend d'une famille de missionnaires et se sent déjà l'âme d'un explorateur. Prêt à partir sur le continent américain, Hiram a cassé sa tirelire. Il attend son ami Bill. Hiram, où es-tu? Tu n'aurais pas vu un petit garçon? Oui, là-bas. Le plan échoue. Bill a eu peur et a tout raconté à son père. Hiram! 5 ans plus tard, Hiram rejoint les États-Unis pour suivre des cours de théologie à l'université Yale. Il y rencontre la petite fille d'un prestigieux joaillier. Il se marie et s'installe dans une imposante propriété à proximité de l'université.
Le jeune homme rêve d'une carrière d'historien spécialiste de l'Amérique du Sud. Le professeur Richard Burger, anthropologue à l'université Yale, s'intéresse à Bingham depuis longtemps. Les passionnés étudient l'histoire de l'Europe occidentale ou de l'Amérique du Nord, mais certainement pas celle de l'Amérique latine. Lorsque Bingham a passé son doctorat d'histoire de l'Amérique latine, aucun poste n'était à pourvoir dans les grandes universités. C'était une discipline jugée secondaire, qui ne justifiait pas une chaire dans une université. Envoyé au Chili pour participer à un congrès, Bingham en profite pour explorer le Pérou pendant 6 mois. Guidé par le préfet de la ville, il visite les ruines de l'ancienne cité inca Choquequirao. Longtemps, les chasseurs de trésors l'ont prise pour Vilcabamba, la cité perdue des derniers Indiens fuyant les conquistadors. Est-ce la cité légendaire de Vilcabamba? Quand je pars dans des régions lointaines, comme l'ont fait mes ancêtres, je sens couler le sang des Bingham dans mes veines. Monsieur Bingham. Je ne pense pas. Cet endroit me paraît trop petit pour être un lieu historique si important. Il va désormais se consacrer entièrement à l'histoire des Incas. En 1532, sous le commandement de Francisco Pizarro, les Espagnols conquièrent le Pérou. Les Incas se réfugient à Vilcabamba, où ils résisteront à l'assaut des conquistadors jusqu'en 1572. 16e siècle, les Portugais fondent leur première colonie en Amérique du Sud et au Mexique, Cortés scelle l'effondrement de l'Empire aztèque. Les conquérants sont éblouis par la richesse des Incas, pour qui l'or n'a aucune valeur matérielle. Selon leurs croyances, ils poussent sur terre grâce au dieu du soleil qui transmet ainsi sa puissance aux hommes. Leurs biens les plus précieux sont les textiles. Les vêtements attestent du rang social de chacun. L'or des Incas a incité de nombreux chasseurs de trésors à sonder les vallées du Pérou. Mais personne ne l'a encore trouvé. En 1911, Bingham se met en route pour une grande expédition. Il refuse d'utiliser l'argent de sa femme et rassemble les fonds nécessaires. Il compte découvrir les cités incas disparues. En commençant par le mont Coropuna, il tente la première ascension de la plus haute montagne d'Amérique. L'université Yale fournit une partie de l'argent nécessaire à l'expédition et l'épouse de Bingham se charge finalement de financer le reste.
Il n'y a pas de doute, Bingham était sous pression. Il voulait découvrir les endroits qui seraient reconnus par d'autres scientifiques spécialistes de l'Amérique latine. Il s'entoure d'une équipe compétente. Le biologiste Harry Foote est en charge d'étudier la faune et la flore. Paul Lanius, l'assistant de Bingham, a vécu quelques années au Pérou et connaît le pays comme sa poche. L'alpiniste Herman Tucker est là pour les aider à atteindre le sommet du Coropuna. Presque un siècle plus tard, Valencia Zégara a la même démarche. À 2430 mètres d'altitude, sur un plateau artificiel que l'on atteint en empruntant des chemins escarpés, les Incas ont érigé Machu Picchu. 216 édifices reliés entre eux par des escaliers. Mais aussi des canaux, des fontaines et d'énormes champs en terrasse qui se succèdent sur le site. Tous les matériaux, terre, pierre ou sable, ont été transportés depuis la vallée de l'Urubamba. Comment les Incas ont-ils acheminé des blocs de 80 tonnes jusqu'au sommet de la montagne? Des milliers d'ouvriers ont transporté les énormes pierres à l'aide de rondins, de poulies et de leviers. Les murs prouvent le talent des maîtres d'œuvre. Sans mortier ni torchis, les architectes ont érigé des murs où chaque pierre s'emboîte à la perfection. Les Incas se servaient forcément de modèles, des sortes de prototypes en terre glaise qui leur permettaient ensuite de tailler de vraies pierres, d'après ce calibre. Mais c'est peut-être sous terre que l'exploit des architectes est le plus étonnant. Ces champs en terrasse qui bordent les pentes escarpées assurent la stabilité de la ville. Les murs soutiennent des couches d'herbe, de terre et de pierre. Cusco, première étape de l'expédition. Dans la ville qui fut la capitale de l'Empire Inca, Bingham met au point son programme. Là-bas, demandons à cet homme. Monsieur, on cherche notre chemin. Vous pouvez nous aider? Je ne comprends pas. Choquechaka. Ah, Choquechaka, il faut descendre à droite. C'est la route en contrebas, puis à droite. Merci beaucoup. Venez, on y va. Son but est de partir à la découverte de l'Empire Inca disparu. Sur une longueur de près de 5000 km, il englobait le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, l'Équateur et le Chili. Cusco en était le centre politique, religieux et culturel. C'était la ville de résidence des souverains incas et le reflet de leur puissance. La ville moderne a été construite sur les fondations des anciennes constructions. Seuls quelques vestiges restent visibles.
Bingham ne s'intéresse pas à la beauté de la ville. Il préfère rencontrer le directeur de l'université qui connaît bien la région et ses habitants. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Cet homme connaît la région comme sa poche. Il s'appelle Melchor Arteaga. Pouvez-vous répéter son nom? Melchor Arteaga. Paul. Écris son nom. Il connaît bien le coin. Où est-ce que je peux le trouver? Un instant. Regardez. Ici, c'est Cusco. Et là, c'est Mandor Pampa. L'équipe de Bingham se met en route vers la vallée de l'Urubamba. Jadis, pour permettre aux messagers des souverains d'atteindre les régions les plus reculées, un réseau de 30 000 km de sentiers couvrait le pays. La route nord-sud, ou voie royale, faisait 6 000 km de long. Pendant 3 jours, Bingham et ses hommes avancent sur des chemins escarpés. Bingham prend ses premiers clichés. Il a reçu le soutien du gouvernement péruvien et un sergent l'accompagne. À Mandor Pampa, Melchor Arteaga attend les visiteurs. Il sera leur guide. Enchanté. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Merci. Les autres vont arriver dans quelques jours. Los otros miembros llegarán más tarde. Très bien. Asseyez-vous. Gracias. Arteaga leur offre du thé au maïs et aux feuilles de coca. De nos jours, l'agriculture reste le facteur économique le plus important du pays. Dans les Andes, les températures peuvent varier de 40 degrés en quelques jours. Les Péruviens ont toujours su tirer parti de ces différences climatiques. Les récoltes perdues d'une région peuvent être compensées par le bon rendement d'une autre. On pense que les Incas faisaient des expériences scientifiques sur les sols. À Moray, par exemple, ils étudiaient les meilleures conditions pour chaque espèce de plante selon l'ensoleillement. À Machu Picchu, la majorité des terres étaient cultivées grâce à la terre fertile que les Incas y avaient transportée. Les récoltes servaient bien sûr à alimenter la population et symbolisaient la puissance du royaume. Dentro de la organización social de los incas estaba importante Les provisions de nourriture étaient primordiales dans l'organisation sociale des Incas. Estos alimentos eran Les réserves étaient stockées dans des entrepôts. o storehouses para De cette façon, si une armée était mobilisée, la population mangeait toujours à sa faim. C'est ainsi que l'Empire Inca s'est étendu dans toute l'Amérique latine.
Augustine Lizarraga et sa famille se sont installés dans la vallée de l'Urubamba en 1894 pour cultiver des pommes de terre qu'ils vendent au marché de Cusco. Ils ne savent pas qu'un Américain va bientôt bouleverser leur vie. Bingham et son équipe font une halte en aval du haut plateau. « 24 juillet 1911. Des pluies diluviennes ont transformé le camp en marécage et Bingham n'en peut plus d'attendre. Monsieur Arteaga. Bingham sait qu'il y a des ruines au sommet de la montagne. Monsieur Arteaga, conduisez-moi tout de suite à cette cité. Impossible, c'est dangereux. Un instant. Que se passe-t-il? Il veut monter au sommet, mais c'est dangereux. Les sentiers sont trempés. On ne peut pas partir maintenant, c'est trop dangereux. Il faut attendre demain. Moyennant $1 en argent, Bingham finit par convaincre Arteaga. On y va. C'était quelqu'un de très ambitieux, presque obsédé, qui voulait à tout prix réussir. Les gens aussi tenaces et déterminés ne courent pas les rues. Je pars à pied avec Arteaga et Carrasco. La montagne est trop abrupte pour les mulets. L'Américain a du mal à suivre le rythme. Il s'arrête pour faire quelques photos et reprendre un peu son souffle. Comme l'avait prédit Arteaga, les sentiers sont impraticables et les rivières gonflées d'eau. Mais chaque pas le rapproche du passé et de l'empire disparu des Incas. L'air est très humide. C'est la région où il pleut le plus. La chaleur est insupportable et je manque d'entraînement. L'universitaire fait une rencontre inattendue dans la forêt, qu'il note dans son journal. Midi. Arrivé à un refuge. Fermier curieux, patate douce. Arteaga présente Bingham à la famille Alvarez. Le guide attendra là, tandis que le petit Alvarez, âgé de 8 ans, accompagnera Bingham et le sergent Carrasco. Plus que quelques encablures jusqu'au sommet. Vers 13 h, les deux hommes et l'enfant atteignent un plateau. Devant eux se dresse une ville envahie par la végétation. L'Américain se met à photographier le site. Ce sont les seules photos où l'on voit Machu Picchu telle qu'elle a été découverte.
Dans son journal, Bingham fait part de ses premières impressions. Des ruines d'une grande qualité. Des murs, des rues et des escaliers, une vue splendide. Un édifice attire particulièrement son attention. C'est une colonne de pierre taillée qu'on appelle Intihuatana, ou lieu relié au soleil. Avant l'arrivée des Espagnols, des Intihuatana trônaient dans presque toutes les villes incas. Elles ont été détruites pour éradiquer ce culte païen. La découverte de Bingham prouve que les conquistadors n'ont jamais atteint Machu Picchu. Je vais de surprise en surprise. Nous sommes entourés des plus belles ruines du Pérou. Dire que cette ville, à seulement 5 jours de marche de Cusco, est restée cachée si longtemps. Je trouve ça incroyable. Le petit garçon mène l'explorateur jusqu'à une fontaine en pierre sculptée. Les Incas vénéraient l'astre qui rayonnait sur leur culture. Leur puissant chef, Pachacuti, a développé le culte autour d'Inti, dieu du soleil, dont les souverains étaient les descendants. Les conditions extrêmes, inondations et périodes de sécheresse ont marqué les croyances des Incas. Ils vouaient un culte à d'autres divinités qu'ils identifiaient aux forces de la nature. La divinité de l'eau était aussi importante que celle du soleil. Les paysans constituaient la majeure partie de la population. Ils étaient dépendants des phénomènes atmosphériques, notamment des courants côtiers. Parfois, il ne pleuvait pas pendant des années et les Incas étaient au bord du désespoir. Il arrivait aussi que des pluies diluviennes inondent les cultures. Il semble donc logique que la population considère le dieu de l'eau comme une créature surnaturelle qui contrôlait l'atmosphère. Les Incas ne faisaient pas qu'invoquer la clémence des dieux. Ils ont aussi résolu le problème de l'eau. Leur système de canalisation est un tour de force architectural. L'eau est en effet acheminée jusqu'à Machu Picchu par de petits canaux inclinés sur une longueur totale de 800 mètres. Kenneth Wright dirige l'Institut de paléontologie de Denver. Il a étudié le système de canalisation de Machu Picchu pendant des années. Ses recherches prouvent que 2000 mm d'eau de pluie par an s'abattaient sur la cité. Les habitants de Machu Picchu devaient donc se protéger des inondations. Une fois encore, les architectes incas ont su remédier à ce problème. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le système de drainage mis en place par les Incas pour évacuer l'eau. Une multitude de canaux souterrains et de rigoles traversent le site pour permettre à l'eau de s'écouler sans problème.
Sans ce système de drainage, il y a longtemps qu'un glissement de terrain aurait emporté Machu Picchu dans la vallée. Bingham passe des heures à photographier les ruines. Ces clichés panoramiques en disent long sur l'état de la cité. Des niches sous des pierres taillées en plein cintre. À l'intérieur, la finition est impeccable. Des fenêtres sur les côtés. Avec cette vue sur les deux côtés, la ville est inattaquable pratiquement dans sa totalité. Après avoir passé 5 heures sur le plateau, le groupe revient au camp avant la tombée de la nuit. Attends, Carrasco. Un champ cultivé et de nombreux sacs de pommes de terre. Bingham est horrifié. Une inscription l'achève. Lizarraga, 1902. Celui qui a découvert Machu Picchu avant lui a laissé des traces de son passage. Agustín Lizarraga arrive à son champ à la tombée de la nuit. Comme à son habitude, il vient chercher des pommes de terre. Il y a quelque chose d'étrange et Lizarraga reste sur ses gardes. Son petit-fils Romolo vit aux alentours de Machu Picchu. Depuis 20 ans, il y conduit des touristes. En réalité, ceux qui ont découvert Machu Picchu sont Don Agustín Lizarraga, Gavino Sanchez, Don Melchor Arteaga et d'autres paysans qui vivaient ici avant l'arrivée d'Hiram Bingham. Dans la vallée de l'Urubamba, les paysans pratiquent la culture sur brûlis. Un jour d'été 1901, ils n'arrivent plus à contrôler les flammes. Le feu se propage jusqu'à Machu Picchu et aux forêts voisines. Les flammes débarrassent les sentiers de la végétation, ce qui permet à Agustín Lizarraga de découvrir la ville le 1er juillet 1901. Mais ces paysans ne sont pas les seuls à avoir découvert Machu Picchu avant Bingham. Une carte mystérieuse indique son emplacement exact. Le gouvernement péruvien cherchait un passage jusqu'au Pacifique. Il charge un ingénieur allemand de dresser cette carte. Et elle date de 1874. À cette époque, le jeune Hawaïen n'était même pas né. Bingham remonte la rivière Urubamba à la recherche de la légendaire ville Inca. Carrasco, les mulets! Allez, avancez! Qu'est-ce qui se passe? L'équipe s'enfonce dans la vallée de Vilcabamba, où les Incas ont résisté aux Espagnols pendant 40 ans. À l'endroit qu'on nomme Espiritu Pampa, la plaine aux esprits, Bingham fait une trouvaille.
Certes, ces ruines sont moins imposantes que celles de Machu Picchu. On saura plus tard que Vilcabamba est bien située dans la plaine aux esprits. Mais Bingham tire de mauvaises conclusions. Il est persuadé que Machu Picchu est la dernière ville où les Incas ont battu en retraite. Infatigable, Bingham connaît déjà sa prochaine destination. Là-bas en bas. Il envoie Herman Tucker et son assistant à Machu Picchu, qui signifie ancien sommet. En 3 semaines, aidé de paysans, il nettoie les ruines. Tiens, prends ça. Ensemble, ils mesurent les édifices et les murs. Arteaga, prends soin des caisses. Oui, monsieur. Terminé. Allons un peu plus loin. ¿Qué? Dann sagt den Dis aux Arbeitern, ouvriers de sie sollen terminer le alles- boulot. Ok. Tucker et Lanius réalisent une carte encore utilisée de nos jours. Bingham et Tucker déploient tous leurs efforts pour arriver au sommet du Koropuna. Ils croient que c'est la montagne la plus haute de l'hémisphère ouest. Mais le sommet voisin leur semble plus haut. En effet, la Concagua, en Argentine, est bien la montagne la plus haute du continent américain. « 1912. Deuxième voyage à Machu Picchu. L'ostéologue George Eaton se chargera d'étudier les squelettes. Bingham prévoit de rester 15 jours pour prendre des photographies. Il a déjà d'autres projets en tête et ne réalise pas encore que la découverte de Machu Picchu va le rendre célèbre. Qu'est-ce qui se passe? Donne-lui ton outil. Que vont-ils découvrir sous la ville abandonnée? De l'or? De l'argent? Tous les espoirs sont permis. Entrez. Mais ce qu'ils trouvent est décevant. Des terres cuites, du bronze, quelques objets en argent et des squelettes. L'ostéologue localise 50 sépultures renfermant environ 160 squelettes. De retour aux États-Unis, Eaton analyse les ossements. Ses conclusions feront sensation. D'après lui, 85% des ossements identifiés sont des squelettes de femmes. Bingham en déduit que la cité oubliée de Machu Picchu était le refuge des Vierges du Soleil. Pour les Incas, elles appartenaient bien sûr aux dieux du soleil, mais aussi à leurs représentants sur terre, pour qui elles chantaient, cuisinaient et tissaient. Les hauts dignitaires choisissaient les jeunes filles les plus belles et les amenaient à Cusco, au temple des Vierges du Soleil. Sur cet emplacement se dresse aujourd'hui le couvent Santa Catalina. Les squelettes découverts à Machu Picchu en 1912 sont conservés à l'université Yale. John Verano a étudié ces ossements.
Il assemble le squelette pour l'examiner, puis il mesure les os, en particulier le bassin, la cuisse et le crâne. La conclusion de John Verrano est surprenante. En ce qui concerne l'âge et le sexe des squelettes, à l'inverse d'Eaton, j'ai constaté que les femmes ne représentaient pas du tout la majorité. Au contraire, le nombre d'hommes et de femmes était sensiblement identique. De plus, il y avait des squelettes d'enfants et de nourrissons. Bingham et Eaton font une autre erreur. Non loin de Cusco, ils découvrent des ossements qui, d'après eux, sont vieux de 30 000 ans et dateraient donc de la période glaciaire. Il s'avérera que ces os sont ceux d'un bœuf. Bingham a du mal à interpréter ces découvertes. Le temple aux 3 fenêtres le pousse à croire que Machu Picchu n'était pas seulement la ville des Vierges du Soleil, mais aussi la cité d'origine des Incas. Il se trompe encore. L'analyse de l'architecture et des vestiges prouve que la cité a été érigée vers 1450, longtemps après la fondation de l'Empire Inca. Bingham et ses collègues mettent au jour 555 récipients, 200 objets en bronze, en cuivre, en argent et des céramiques. Bingham aimerait être considéré comme celui qui a découvert la cité Inca. De retour aux États-Unis, en 1912, il rédige une lettre à son professeur d'histoire. De même que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, on peut dire que j'ai découvert Machu Picchu. Les pêcheurs français ont sans aucun doute atteint l'Amérique du Nord bien avant que Christophe Colomb ne traverse l'Atlantique. Mais d'un autre côté, c'est lui qui a fait connaître l'Amérique au monde civilisé. Et dans ce sens, j'ai découvert Machu Picchu. On dit souvent qu'Hiram Bingham a été le premier à avoir exploré Machu Picchu. C'est plus ou moins vrai. Quoi qu'il en soit, il a été le premier étranger à avoir atteint la ville et à l'avoir fait connaître au monde entier. Machu Picchu va quand même le rendre célèbre. La National Geographic Society organise son banquet annuel à Washington. Cette cérémonie est donnée en l'honneur de Roald Amundsen qui a atteint le pôle Sud en décembre 1911. Hiram Bingham compte parmi les convives. Monsieur Bingham, où en êtes-vous de vos recherches sur Machu Picchu? Ça avance. J'ai apporté des photos. Voici un des premiers clichés. Le directeur de la publication du magazine lui fait une offre alléchante. Monsieur Bingham, je suis journaliste au Washington Post. Oui, Je peux vous prendre en photo? bien sûr. L'explorateur va obtenir la reconnaissance tant attendue. En avril 1913, un grand magazine lui rend hommage avec un numéro spécial sur Machu Picchu. Pourtant, Bingham n'a toujours pas percé le mystère de la cité.
Plus tard, le fils de Bingham écrira: il a certes sous-estimé la fonction de Machu Picchu, mais il n'a jamais cessé de s'intéresser à la ville et a toujours cherché à comprendre son rôle historique. Au Pérou, les Américains sont accusés d'avoir profané les sépultures. Des chercheurs péruviens s'unissent pour préserver leur culture. Ils prétendent que Bingham n'a pas été autorisé à mener ces fouilles et tentent de le discréditer. Son adversaire le plus virulent est l'archéologue amateur Luis Valcarel, président de la Société historique de Cusco. Il va parvenir à faire arrêter les fouilles. Certains experts pensent que Machu Picchu était le siège de la famille royale. D'autres archéologues partagent l'avis de Valencia Zegara. Machu Picchu es una ciudad incaica. Machu Picchu était la capitale d'une importante province inca. Elle reliait le versant est des Andes à la plaine amazonienne. Machu Picchu était un centre administratif, car de là, on pouvait facilement contrôler les différentes régions. Les informations étaient ensuite transmises à l'administration centrale de Cusco. De plus en plus d'éléments viennent compléter les théories sur Machu Picchu, mais beaucoup de questions demeurent sans réponse. La théorie qui domine est que les habitants auraient déserté la ville, emportant tout avec eux. Après son départ d'Amérique du Sud, Hiram Bingham fait carrière dans l'armée et sert en France durant la Première Guerre mondiale. Il fait plusieurs fois la une des journaux. À bord d'un zeppelin, il survole Washington et atterrit devant la Maison-Blanche. Il s'engage en politique aux côtés des républicains. En 1924, il est élu gouverneur du Connecticut, puis sénateur. En 1932, il devient directeur d'une grande banque et fait fortune. En 1948, Bingham revient une dernière fois à Machu Picchu, où le chemin qui mène à la cité porte son nom. Il décédera en 1956. Il est inhumé au cimetière des héros américains d'Arlington. Bingham rêvait de devenir un explorateur célèbre. Un siècle après sa découverte, la ville demeure une énigme. L'énigme de Machu Picchu.